Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Fils de paysan. Au plus profond de ma mémoire, il y a une terre et il y a un pays, le parfum des pommiers en fleurs et l'odeur des champs labourés, la fraîcheur des rivières au creux des vallons, les lavoirs coiffés de chaume ou d'ardoise. Parce que j'appartiens à cette terre et à ce pays, je suis et je resterai un paysan. J'ai en effet vu le jour en septembre 1925 à Beuzeville, dans l'Eure, non loin d'Honfleur, et j'y ai passé les toutes premières années de mon enfance. En 1930, mes parents s'installent dans une ferme du village de Selles, à 2 pas de Pont-Audemer. Mon père est alors expert agricole, c'est-à-dire que titulaire d'un baccalauréat qu'il a préparé durant son adolescence parisienne, il fait des expertises dans le monde rural, pour les tribunaux ou à titre privé, cependant qu'il cultive la terre et élève lui-même ses bovins, grâce à ses activités d'expert, il fréquente les responsables du syndicalisme agricole naissant comme Gilbert Martin et les élus du département, notamment Pierre Mendès France qui devient son ami. Ma mère, elle, est véritablement une femme d'exception. Elle étonne le petit garçon que je suis par ses facultés en calcul mental, et devenue grand-mère, elle se plaindra que nos enfants ne puissent pas la suivre dans cet exercice. Très volontaire, elle travaille aussi à la ferme car si son père gérait un commerce de tissus à Beuzeville, ses grands-parents étaient bien agriculteurs. Jeune fille, elle aurait aimé devenir médecin, et à défaut dans le village, elle soigne bénévolement les malades, fait des piqûres, panse les accidentés du travail, jusque vers 1945. Après la guerre, les médecins du canton qui ont toute confiance en elle, attestent de ses capacités auprès de la sécurité sociale. Elle exerce alors tout à fait légalement la profession de soignante jusqu'en 1960, date à partir de laquelle elle percevra une retraite infirmière libérale. Durant toute son existence, elle nous inculque à mon frère et à moi, le goût du travail et l'exigence de l'entraide. Cette morale nous marque profondément, nous la voyons d'ailleurs mise en œuvre par notre mère elle-même d'une manière exemplaire, particulièrement durant l'occupation. Je ne suis pas seule en effet, puisque j'ai un frère, Michel, plus jeune que moi, avec lequel je m'entends très bien depuis toujours. Longtemps je pense qu'il va devenir officier de marine, mais un jour, il nous dit à mon père et à moi « Je veux être prêtre ». Nous sommes alors quelque peu surpris, surtout mon père, croyant et pratiquant, mais comme beaucoup de Normands joyeusement anticlérical, bien qu'il ait été enfant de chœur à Montmartre, jusqu'à la fin de son adolescence, lorsqu'il vivait à Paris rue Caulaincourt. J'entends encore mon père me dire « Jean, si tu réfléchis, tu constateras que Jésus était un homme formidable, mais que l'Église a tout gâché. Pourtant, l'Église est bien d'essence divine, parce que, avec toutes les erreurs des curés et des bonnes sœurs, le christianisme aurait dû sombrer depuis longtemps. Vois comme l'Église catholique, en France durant la Révolution et en Espagne pendant la guerre civile, a réussi à se faire détester par le peuple. Le pape dira toujours des sottises, mais nous devons supporter et ne pas cesser de croire en Dieu. Mon père compte alors beaucoup d'amis parmi les lecteurs de l'Aube, antifascistes, comme d'ailleurs une partie non négligeable de l'Église française. En 1949, quand je conduirai le pèlerinage des étudiants catholiques parisiens en Espagne et que je ne cacherai pas mes opinions républicaines, le cardinal archevêque de Tolède me dira « Vous, les Français, vous digérez vos révolutions. Nous autres Espagnols, nous les repoussons. » Aussi, lorsque mon frère nous annonce son intention d'entrer dans l'Église, mon père lui répond « Michel, tu deviendras prêtre si tu le veux à ta majorité. Mais en attendant, tu fais des études de lettres. » Mon frère accepte. Il obtient sa licence de lettres classiques, puis il entre à l'Institut catholique de Paris. Ordonné prêtre, vicaire à Saint-Lambert, il sera appelé dans le diocèse d'Évreux pour diriger une école d'agriculture catholique que nous contribuerons à fonder, mon père et moi, et qui constituera un bel exemple de la réussite de l'enseignement secondaire agricole. Plus tard, Michel, promu au rang de vicaire général, redeviendra prêtre par esprit d'indépendance. Partisan d'une évolution profonde de l'Église, il est encore plus libéral que moi. Cependant, il me répète souvent « Jean ne fait pas de scandale dans l'Église. » Depuis le jour de sa naissance, sa présence est une joie pour moi. À la ferme, nous vivons bien, mais par le travail et sans luxe inutile. Les pièces de la maison ne sont pas encore électrifiées, et mon père ne fera installer l'eau courante qu'après 1944, quand les Allemands qui occupent la Normandie seront partis. Si nous avions eu l'eau courante, comme les Allemands étaient des maniaques de l'hygiène, ils auraient exigé de venir se doucher chez nous, me dira-t-il plus tard.
En 1930, j'entre à l'école communale laïque. C'est peut-être la plus belle époque de ma vie. L'école est éloignée de la ferme familiale de plusieurs kilomètres et nous les parcourons, mes camarades et moi, observant sans cesse la vie du monde rural au rythme des saisons et des récoltes, apprenant comment les animaux se reproduisent, naissent, grandissent. Monsieur Roux, notre instituteur, est un pédagogue remarquable, formé dès l'âge de 16 ans à l'école normale primaire départementale. Son épouse enseigne dans la petite classe et lui dans la grande. Les élèves les plus âgés dirigent leurs cadets. La férule magistrale n'est pas absente et nous l'admettons au point que quand la baguette se rompt sur notre dos, nous sommes prêts à en tailler une autre dans la haie qui borde le chemin. Nous étudions le calcul mental, l'orthographe. Nous sommes imbattables en ce qui concerne les fleuves et leurs affluents dont nous chantons à haute voix la liste. L'hiver venu, nous nous chauffons autour du poêle rempli du bois apporté par nos parents. Lorsque je quitte l'école primaire pour entrer au collège Saint-Ouen de Pont-Audemer, mon instituteur est un peu triste, car il aurait aimé me présenter au CEP où il rêvait de me voir admis premier du canton, dès l'âge de 11 ans. Me voici donc, jusqu'en 1942, dans un établissement confessionnel, à 7 km de la maison, où je ne peux revenir que 2 dimanches par mois, après la grand-messe. Encore dois-je être rentré à Pont-Audemer pour les complis du soir. L'enseignement que je reçois là est tout à fait honorable. Je n'ai aucune peine compte tenu de l'excellente formation donnée par l'instituteur de Celles, à figurer chaque année en tête de classe, et je devrais même en 1940 à 14 ans demander une dispense pour me présenter à la première partie du baccalauréat. En réalité, Pont-Audemer, où j'ai le bonheur d'être scout, m'apporte peut-être moins que l'école primaire où l'instituteur du village me sollicitait au plus haut de mes possibilités, avec l'aide attentive et tendre de mon arrière-grand-mère. En effet, cette excellente femme, Césarine Romy-Quemin, veuve depuis 1929, mon arrière-grand-père qui m'a appris à jouer au domino, est mort à 95 ans après une chute dans l'escalier, vient souvent chez mes parents. En bonne normande, elle mange beaucoup, et il faut la saigner périodiquement afin qu'elle n'ait pas, comme on dit chez nous, le cœur cardiaque. Mes parents, pour mieux la protéger, l'installent dans le salon, et comme elle s'ennuie un peu hors de chez elle, elle m'interroge chaque jour quand je rentre de l'école. « Qu'est-ce que tu as comme leçon à apprendre aujourd'hui » Ma leçon de géographie, la voilà sur le livre. Elle prend le manuel et lit à haute voix. Répète. J'apprends par cœur en même temps qu'elle, jusqu'au moment où, satisfaite de nos résultats communs, elle me dit « Bien, maintenant tu peux jouer avec ton train. » Je ne sais si c'est à mon instituteur ou aux répétitions de mon arrière-grand-mère que je devrai plus tard l'honneur de réussir au concours de l'agro. En tout cas, c'est bien dans la maison léguée à mes parents par Césarine et son mari Octave, que je vivrai, parvenu à l'âge de la retraite, à Épeigne. Par ailleurs, sous l'influence de mon arrière-grand-mère et de mon instituteur, je sens très jeune que je dois m'appliquer au mieux dans ma scolarité. Je n'imagine cependant pas mon avenir ailleurs que dans l'agriculture, tant il me paraît normal d'être agriculteur de père en fils. À l'école primaire de Celles, mes camarades sont tous fils de paysans, métayers ou propriétaires. Au collège de Pont-Audemer, nous sommes entre fils de Coulac. Mes condisciples deviendront maires, conseillers généraux dans la région, et je serai le seul ancien élève anormal puisque je partirai pour Paris. Pourtant, comme mes camarades, je resterai un paysan. Entre 1935 et 1940, je prends conscience que l'existence ne s'arrête pas à l'horizon familial ou scolaire. D'abord, les anciens combattants omniprésents à nos yeux d'enfants nous parlent sans cesse de leur guerre. Le deuil de 1 350 000 de morts marque en effet le pays pour toute une génération. Mes 2 grands-pères ont combattu et souffert, mon grand-père paternel en particulier qui a vu la mort de près et qui depuis ne s'énerve jamais car il sait que plus rien ne peut lui arriver. Il y a aussi les épizooties qui ravagent le bétail et auxquels il faut s'adapter, comme la fièvre afteuse de 1937 à 1938. Il y a les drames que vivent les pays voisins, comme la guerre civile espagnole. Mon père, sorte de radical du centre droit, se sent d'emblée du côté des républicains, de même que plus tard, il refusera viscéralement l'antisémitisme de Vichy. Il y a enfin la politique économique française elle-même, qui n'est pas sans conséquence sur notre vie quotidienne. Ainsi, par exemple, je me souviens de ce premier voyage à Paris que mon père m'offre, durant l'été 1935. Tandis que mon père me promène dans sa voiture, la seule du village de Celles, rendue indispensable par les expertises agricoles effectuées dans tout le département, sur le boulevard Haussmann,
nous nous arrêtons devant les devantures des galeries Lafayette et du Printemps. En application du décret-loi de Pierre Laval, les vitrines affichent des baisses de prix de 10 à 15%. Mon père donne ce jour-là, au gamin de 10 ans que je suis, sa première leçon d'économie. Tu vois, le gouvernement a décidé de faire baisser les prix de 10 à 15%, cela ne va pas marcher. En plus, il a baissé le salaire des fonctionnaires d'un peu plus de 15%. On a ainsi baissé le salaire de Monsieur Roux, ton instituteur. Il est communiste mais c'est un très bon instituteur, ce n'est pas juste et c'est une erreur, cela va mal se terminer. Un an plus tard, après le triomphe électoral du Front populaire, mon père me rappellera la conversation devant les grands magasins. Tu te souviens de ce que je t'avais dit à Paris, cela s'est mal terminé. C'est d'ailleurs à l'époque du Front populaire qu'il me présente à Pierre Mendès France, un des plus jeunes députés de France et qui est l'élu de notre département. Mon père le connaît grâce à Gilbert Martin, lui aussi expert agricole, personnalité montante du syndicalisme et chez qui, en 1950, je ferai un de mes stages de l'agro. Incontestablement, Pierre Mendès France, âgé alors d'une trentaine d'années, est déjà un homme public exceptionnel, à la fois brillant, volontaire, très conscient du rôle qu'il sera appelé à jouer un jour dans la République. Lorsqu'en 1954 il deviendra président du Conseil, Gors, son conseiller pour les questions agricoles, à sa demande, me convoquera régulièrement pour m'interroger sur les problèmes de l'agriculture française, la question du lait et le privilège des bouilleurs de cru notamment. Sur ce dernier point, tellement sensible dans l'heure, nous l'engagerons à la prudence, mon père et moi, à différentes reprises. Mon père lui dira même « Attention président, si vous vous mettez à dos les bouilleurs de cru, vous serez battu aux prochaines législatives. » Mais Mendès France, quand il croit à quelque chose, n'écoute pas les conseils. Il perdra son siège à l'Assemblée nationale en 1958 et sera contraint de se présenter 5 ans plus tard à Grenoble. En 1954 à 1955, son attitude à propos de la CED m'étonnera. Comme il n'a pas d'idée arrêtée sur la question, comme son gouvernement est divisé, et surtout comme le général de Gaulle est farouchement opposé à un système de défense où la France perdrait sa liberté d'action, Mendès s'abstiendra et le projet de communauté européenne de défense n'aboutira pas. Lorsqu'entre 1960 et 1969, je serai dans les cabinets ministériels, je reverrai fréquemment Pierre Mendès France, surtout à partir de 1966 quand je deviendrai le plus proche collaborateur d'Edgar Faure à la tête du ministère de l'Agriculture. Les deux hommes, que la presse de l'époque oppose volontiers, sont en réalité toujours proches, ils ont l'un pour l'autre grande estime et se consultent souvent. Entre 1966 et 1968, Pierre Mendès France viendra alors régulièrement rencontrer Edgar Faure, et j'accompagnerai moi-même plusieurs fois mon patron au domicile de celui que la classe politique française considérera longtemps et non sans raison comme le successeur possible du général de Gaulle. En cet été 1936, enfant heureux, j'admire mon père qui a toujours raison. Hélas, 4 ans plus tard, la débâcle de 1940 lui donne tort. Après la déclaration de guerre, mon père en effet, pense que les opérations militaires vont durer et que notre armée arrêtera les Allemands sur la Seine. À la fin du mois de mai 1940, nous accueillons à Celle des cousins qui fuient l'avance de l'armée allemande, et qui, comme beaucoup de gens, ont été mitraillés sur la route par les Stukas de Hitler. À la mi-juin, nous apprenons que les Allemands sont sur la Seine et 6 heures avant leur entrée dans Celle, nous partons, affolés. À presque 15 ans, je dois conduire une voiture. Nous roulons sans nous arrêter jusqu'à la Guitardière de Némy, tout près de La Roche-sur-Yon. Là, nous observons malgré le tragique de la situation, l'agriculture vendéenne, et nous nous rendons compte que bien des paysans français sont en retard par rapport à nous. Mon père, qui est avant tout préoccupé par la poursuite de mes études, s'inquiète de savoir si une session du baccalauréat doit être organisée dans le département de la Vendée. 5 jours plus tard, les Allemands sont à La Roche-sur-Yon. Je dis alors à mon père, « Papa, tu t'es trompé », et c'est pour moi une sorte d'effondrement. À la Guitardière, nous sommes 17, toute la famille s'étant repliée là, même la gouvernante nous a suivis. L'armistice est signé et nous vivons les événements au jour le jour. Je dis à mon père, « Nous allons retourner tous deux à Celle pour voir ce qui se passe, puis nous reviendrons chercher les autres dès que la situation sera stabilisée. » C'est ce que nous ferons, très rapidement. Durant l'été, je me remets à préparer la première partie du baccalauréat qui a lieu à l'automne et que j'obtiens sans problème, avec 19 en version grecque.
La Normandie est occupée et il nous faut nous adapter à une vie nouvelle. À partir de la rentrée 1940, je dois me rendre au collège de Pont-Audemer en vélo depuis Celles. Je ne suis plus interne, et je ne travaille pas avec toute l'application dont je suis capable. Je n'obtiens pas mon baccalauréat de philosophie la première année. Mon père n'est pas content et il me dit « Cela suffit, tu ne travailles pas quand tu n'es pas pensionnaire. Tu as échoué au baccalauréat. Tu vas aller chez les jésuites à Évreux, où tu seras interne. » J'entre donc chez les Gesses, comme nous disons, à l'automne 1941, et je me ressaisis aussitôt. La littérature antique me passionne plus que la philosophie, mais en juillet 1942, à l'âge de 16 ans, me voici bachelier ès-lettres. Quelques jours après la fin des épreuves, mon père me dit « C'est la guerre, tu ne vas pas te reposer, qu'est-ce que tu veux faire ? » Je dois choisir ma vie. Depuis la classe de 6e, je rêve de la démocratie grecque, de ses législateurs, de ses orateurs, de ses penseurs. J'indique à mes parents que je veux devenir professeur de langue et littérature ancienne. Mon père m'aime trop pour ne pas respecter mes aspirations les plus profondes, mais il consulte les pères jésuites du lycée d'Évreux. Ceux-ci n'hésitent pas, professeur de grec et de latin ? Non. Il faut que Jean devienne ingénieur ou officier supérieur. Nous allons l'envoyer en classe préparatoire à Sainte-Geneviève, à Versailles, mais d'abord, il devra passer son baccalauréat de mathématiques élémentaires, car on n'entre pas dans une grande école scientifique avec un baccalauréat de lettres. Je dis donc adieu à Démosthène, à Platon et à Plutarque, pour un temps seulement car ils m'accompagneront toute ma vie. 2. Ginette. J'arrive donc à Sainte-Geneviève de Versailles, Ginette, comme nous disons entre nous, en octobre 1942. Les jésuites, qui ne sont pas particulièrement vichysois et qui savent que la situation évolue, ont remplacé depuis plusieurs mois le portrait du maréchal Pétain qui trônait dans le hall d'entrée par celui de héros de la guerre de 1914 à 1918, anciens élèves de la maison, comme Franchet d'Espéret, Foch, Joffre. Durant 1 an, j'ai déjà été leur élève à Évreux. Ils m'ont beaucoup marqué. Je ressens pour eux beaucoup d'admiration et ce sentiment ne me quittera jamais. Lors de ma dernière année à Ginette, je deviendrai même président de l'association des élèves, et quand le général de Lattre de Tassigny, ancien élève de Sainte-Geneviève, venant en 1945 à 1946 nous rendre visite, s'étonnera, comment ? Un civil président des élèves. Le recteur lui répondra doucement, mon général, vous les militaires vous avez gagné la guerre, maintenant il faut reconstruire la France et on a besoin d'ingénieurs. Reconstruire la France, c'est ce qui motive mon orientation dès 1942 aux yeux des jésuites toujours prévoyants. Ceux-ci d'emblée me disent, bientôt la guerre finira. Il faudra remettre le pays sur pied. Vous devez devenir ingénieur, bien sûr, vous aimez les lettres et par ailleurs, vous n'êtes pas assez brillant en mathématiques pour penser à Polytechnique ou Centrale. Il faut donc préparer le concours d'entrée à l'agro. En réalité, ce choix me convient assez, car le paysan que je suis n'en envisage pas au fond de lui-même un autre. Je me mets aussitôt au travail, ce qui ne signifie pas que je renonce au bonheur qui est naturel à mon tempérament, bien au contraire. Ces années de Sainte-Geneviève ne me laisseront que d'heureux souvenirs, et pas seulement parce que j'appartiens dès le début à l'équipe de rugby de l'école. Je travaille pour moi-même et par esprit de gratitude à l'égard de mes parents. Je sais très bien ce que leur coûte cette classe préparatoire dans un établissement religieux prestigieux. Je me dis sans cesse, tes parents font de gros efforts pour toi, il faut que tu réussisses. En effet, depuis mon enfance, je vois les gens de la campagne peiner pour subsister. J'entends mes parents me répéter, regarde, ils travaillent, ils gagnent leur vie. Je me souviens qu'en 1935, lorsque Laval met en œuvre son plan d'austérité, un ouvrier agricole gagne après une journée de 10 heures un billet violet de 5 francs, et qu'alors 1 kilogramme de pain coûte 3 francs. Quand cet ouvrier est malade, il ne perçoit plus rien, et avec ma mère, nous devons lui porter de la nourriture et quelques vêtements. Je trouve donc naturel de travailler, comme chaque être humain. Quel bonheur d'ailleurs, d'étudier à Sainte-Geneviève avec des enseignants si singuliers et remarquables. Je suis notamment les cours de M. Singer, professeur agrégé de mathématiques, chassé de Louis le Grand parce qu'il est franc-maçon, et qui ouvre ses leçons en nous disant « Messieurs, faites votre prière si vous voulez, cela ne me concerne pas. » Ensuite nous allons commencer. J'aurai aussi la chance extraordinaire pendant quelques semaines
d'étudier la biologie avec Pierre Teilhard de Chardin qui, rentré de Chine, objet de la méfiance du Vatican et ne sachant où enseigner, est accueilli à bras ouverts par ses frères de Sainte-Geneviève. À l'occasion de ses cours et de conférences sur l'évolution, il se laisse aller à des commentaires philosophiques voire à des réflexions théologiques. Je découvre que la croyance religieuse traditionnelle dans laquelle j'ai vécu n'est pas conforme à la science du XXe siècle, que le darwinisme n'est pas incompatible avec la théologie et que la théorie de l'évolution des espèces peut effectivement se concilier avec le catholicisme. La création s'est opérée par l'évolution, grâce à la pensée de Dieu qui a conçu le monde depuis la première cellule, l'élevant après des millions d'années jusqu'à l'homme et à ses prises de conscience successives, Homme, le premier des êtres vivants à connaître l'existence de l'amour divin. Le péché ne consiste pas tant dans le fait de commettre une faute que dans le refus d'accepter la pensée de Dieu. Voici à peu près ce que nous explique Pierre Teilhard de Chardin, en 1945, et cet enseignement nous apparaît révolutionnaire, alors que nous avons 20 ans et que nous sortons des mains de prêtres qui se scandalisent encore qu'une exposition parisienne ose montrer que l'homme et le singe peuvent descendre d'un ancêtre commun. Quelle révélation pour les jeunes gens que nous sommes, et qui liront plus tard avec tant d'émotion, lorsque les œuvres de Teilhard seront enfin publiées, le phénomène humain. Cet émerveillement dû au travail intellectuel nous permet d'oublier la réalité de l'occupation, et d'abord le problème sordide et sans cesse obsédant, de l'alimentation. Ma mère m'écrit des lettres qui me font rêver, et que je conserverai jusqu'à ma mort sur la vie quotidienne à Celle, entre 1942 et 1944. Tu sais, ici on tartine le pain sur le beurre. De la poste de Pont-Audemer chaque lundi elle adresse à toute la famille des colis de viande au point que sa grande préoccupation est Q'. On lui retourne les emballages. Combien de quintaux de bœufs ont dû passer, entre 1940 et 1945, par ce guichet de poste. À travers la correspondance maternelle qui m'est adressée à Sainte-Geneviève, mon pays m'apparaît alors comme une sorte d'oasis, d'autant que les Allemands se concentrent sur le littoral. Le pain manque parfois, parce que la région ne produit pas de céréales, mais les bouchers prospèrent, car les citadins viennent de loin, en train, pour acheter du bœuf, du veau, du mouton, des volailles, et les occupants ne sont évidemment pas les derniers à s'approvisionner. Au contraire, à Paris, à Versailles et dans toutes les villes qui entourent la capitale, les gens ont faim. Comme quelques camarades normands qui étudient à Paris à la fin de chaque période de vacances, je rapporte du porc et du bœuf dans mes valises par le train qui relie Cherbourg à la gare Saint-Lazare, mais au bout de 2 ou 3 semaines, ces provisions sont épuisées. D'après ce que j'entends dire par les autres élèves, la situation alimentaire varie beaucoup d'une région à l'autre, d'un milieu social à l'autre. En gros, les régions rurales souffrent peu de la faim sauf celles où la monoculture constitue un handicap, comme le Midi viticole, car l'activité agricole nourrit les habitants. Un double marché apparaît assez vite, bon nombre de producteurs répugnant à vendre volontairement leurs récoltes aux Allemands. Au ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, beaucoup d'inspecteurs généraux s'efforcent d'ailleurs de soustraire le maximum de produits à la rapacité de l'occupant, surtout le blé. Grâce à l'action de quelques hauts fonctionnaires anti-allemands, on crée des AOC. Calvados, Bordeaux, Val-de-Loire. Respectés par l'occupant. Dans bien des villages, les services préfectoraux se heurtent à la mauvaise volonté des paysans qui ne veulent pas livrer les chevaux réclamés par les Allemands pour l'occupation ou pour la guerre. Par ailleurs, des agriculteurs qui ne produisaient plus de blé pour la vente, se remettent à semer des céréales et à confectionner du pain eux-mêmes. L'abattage du bétail s'opère souvent clandestinement et la viande est écoulée sur le marché parallèle. Élève à Ginette, je prends conscience de cette situation à l'occasion de conversations avec mes camarades ou lorsque je rentre en Normandie pour les vacances de Noël, de Pâques et d'été. Je mesure aussi les conséquences négatives de la législation de Vichy en matière de politique sociale agricole lorsque sont supprimées les allocations familiales et la semaine de 40 heures. Alors, certes, je n'ai qu'une perception fragmentaire de la réalité. Plus tard, œuvrant dans les organes dirigeants du syndicalisme, je compléterai mon information, recueillant les confidences de quelques-uns des acteurs de l'époque, par exemple Achard ou Pierre Allais. J'aurai notamment la chance de pouvoir interroger Hubert Rousselier, homme d'exception qui gagne Londres en 1942 après avoir été le directeur de cabinet de Jacques Leroy-Ladurie, ministre de Agriculture de Vichy dont les mémoires sont tellement significatifs sur la vie des régions rurales,
entre 1940 et 1944. Hélas, pour nous autres étudiants, dans les villes, c'est la pénurie, particulièrement durant l'hiver 1943 à 1944. Il faudra attendre en fait 1950 pour que la situation redevienne presque normale, et je la subis, ainsi que tous mes camarades de Sainte-Geneviève avec lesquels je partage les victuailles rapportées de Normandie. Comme tout le monde, je vis moi aussi, le chagrin et la pitié, au jour le jour. Les familles sont séparées. Nombre de mes compagnons d'études ne voient plus leur père prisonnier en Allemagne parce qu'en 1940, des chefs militaires, par soumission stupide à la discipline ou par absence d'esprit de résistance, n'ont même pas donné l'ordre à leurs hommes d'échapper à l'encerclement par l'ennemi. Heureusement, j'ai la chance d'appartenir à une famille républicaine, et par éducation, je suis hermétique à la volonté de revanche anti-front populaire ainsi qu'à l'antisémitisme auquel succombe une grande partie de l'opinion publique après la défaite. Mes parents m'ont d'ailleurs trouvé, à Paris, un correspondant saint-cyrien, ancien combattant de 1914 à 1918 et directeur d'une compagnie d'assurance. Il réside rue de Sévigné, où beaucoup d'Israélites sont installés. Le dimanche soir, lorsque je quitte son appartement, il me répète : « Jean, quand tu prends ton métro à la station Saint-Paul, tu montes dans le dernier wagon, avec les Juifs. Il faut montrer à chaque occasion que le port de l'étoile jaune est une ignominie. » À partir de la fin de 1942 et surtout au fil de l'année 1943, je vois la France occupée basculer insensiblement. La volonté de résistance n'est plus isolée. Je me sens proche de ceux qui combattent, soit sous les drapeaux de la France libre, soit dans la clandestinité ou les maquis. Mais mes études m'apparaissent comme mon premier devoir. Après le débarquement de juin 1944 en Normandie, durant près de 2 mois, je suis à Versailles, complètement coupé de ma famille. Mes parents ne peuvent même plus m'écrire et les jésuites ne me laissent pas partir parce que je suis mineur et que certains de mes collègues élèves ont été tués sur la route ou dans un train lors de leur retour chez eux. Finalement, en début juillet, je reçois de celle toujours occupée un message de mon père par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Essaie de rentrer, sinon je viendrai te chercher en voiture à cheval. Je prends ma décision, et le 13 juillet 1944 je vais à la gare Saint-Lazare où j'apprends que bien entendu aucun train ne part pour Caen, mais que je peux prendre le soir l'Express Paris à Bancourt-Rouen. Le train est réservé aux soldats allemands, excepté un wagon qui transporte quelques Français. Nous arrivons à Abancourt dont la gare est entièrement détruite. Seule subsiste une cafetière. Descendu de mon wagon, je fais quelques pas. Des avions anglais surgissent et durant 20 minutes, mitraillent consciencieusement le secteur, tandis que je me terre, étendu dans une mare à proximité de la voie ferrée. L'attaque aérienne terminée, je reviens à la gare. La locomotive est évidemment inutilisable et après plusieurs heures, quelques cheminots la remplacent par une autre qui accepte de fonctionner. Le train redémarre pour s'arrêter à Rouen, dévasté par les bombardements. Je parcours la rue Jeanne d'Arc dont les maisons sont réduites en gravats. Je propose alors aux camarades de Sainte-Geneviève qui m'accompagnent que nous nous rendions chez mes parents à pied, mais aucun pont ne nous permet de gagner la rive sud de la Seine. Nous longeons le fleuve, nous cachant des Allemands, puis prenons une barque et réussissons à traverser le fleuve. J'emprunte un vélo et pédale, seul, jusqu'à la maison familiale d'où je reviens avec une voiture à cheval pour ramener mon camarade. C'est le 14 juillet 1944. Les Allemands occupent toujours Celle et leur général a même réquisitionné notre maison. Nous ne serons libérés par les Canadiens que le 26 août. Bien entendu, je ne tiens pas en place. Je veux à tout prix m'engager dans l'armée de Delattre, mais mon père, bien que gaulliste, refuse tout net. Ah non. Il n'en est pas question. Pour une fois que les Américains et les Anglais se battent à notre place, il faut les laisser faire. De toute façon, la France en ce moment n'a pas besoin de toi. Demain, il lui faudra des ingénieurs pour la reconstruire et des paysans pour la nourrir. Alors, n'imagine pas que je vais te laisser partir. Tu continues de préparer l'agro, un point c'est tout. Je n'insiste pas, car je sens que je ne fléchirai pas mon père et que peut-être c'est lui qui a raison. En ces curieuses vacances d'été 1944, il faut effectivement nourrir la France, et très concrètement, en ce qui concerne notre propre ferme, d'abord remplacer les chevaux raflés par les Allemands ou abattus pendant l'occupation, puis semer du blé. Beaucoup plus tard, lorsque la production céréalière aura atteint ou dépassé son niveau d'avant la guerre,
se posera le problème de l'organisation des marchés et de l'exportation. Selon le vœu de mon père, j'y prendrai ma part dès ma sortie de l'agro. 3. L'agro. À Sainte-Geneviève, pendant 2 ans, j'ai bûché dur pour entrer à l'agro. Tout m'y conduit, mes origines familiales, mon tempérament personnel, plus porté néanmoins vers les lettres antiques ou les sciences de la vie que vers les mathématiques ou la physique, les conseils des jésuites eux-mêmes qui nous parlent de reconstruire et nourrir la France sortie exsangue de l'occupation et de la guerre, et qui souvent aussi exaltent les vertus des apostrophes. Un certain élitisme. Vous avez la chance de faire des études et vous allez très vite avoir à diriger les autres, vous devez être les meilleurs. Jamais, soit dit en passant, un mot sur l'argent que nous pourrons gagner grâce à notre entrée dans une grande école, pas plus de la part de nos maîtres religieux que de celle de mes parents. Dans ma famille, on me demande d'économiser, de ne pas vivre au-dessus de mes moyens sans travailler, mais on ne me dit jamais que je poursuis des études difficiles pour gagner de l'argent. Mon père, durant toute son existence, prête sans intérêt. Quand il mourra en 1974, des gens demanderont à me rencontrer. Ton père en telle année m'a prêté telle somme, il m'avait dit de te la rendre à toi s'il lui arrivait quelque chose. Ce refus de considérer que l'argent et la carrière sociale constituent une valeur en soi, est une donnée profonde de mon éducation catholique, et c'est pourquoi, après ma réussite au concours de l'agro, j'ai l'impression d'accéder à quelque chose d'important. Cependant, lorsqu'en 1946 j'entre à l'école, je suis très déçu, comme un jeune homme qui est absolument désorienté devant des disciplines et un esprit pédagogique qui lui apparaissent relevés du passé. Les professeurs, dont beaucoup ont été directeurs au ministère de l'Agriculture et dont seulement quelques-uns sont des esprits remarquables, comme le roi, responsable du cours de zootechnie Servine qui enseignera au Collège de France, ou René Dumont, sont conduits en fait à former uniquement des fonctionnaires. Nous subissons des cours sur un machinisme agricole alors obsolète, des dizaines de leçons sur les éoliennes, les pompes et les moissonneuses lieuses, et seulement une petite heure relative aux moissonneuses batteuses, ou sur un génie rural entièrement dépassé qui a légué aux campagnes françaises pour des décennies l'horizon de ces châteaux d'eau et de ces silos verticaux que nous sommes les seuls à posséder. Au sein de l'agro, le conformisme règne dans les programmes voire dans les intelligences. Après la libération, le monde agricole, demeuré trop longtemps attaché à Vichy au moins en ce qui concerne certains de ses cadres, est perçu comme le symbole du conservatisme, et l'enseignement dispensé à l'école persiste à ignorer ce problème. Par ailleurs, il n'existe pas encore d'institution de recherche agronomique digne de ce nom, et les esprits ne sont stimulés ni par la curiosité pour l'avenir et encore moins par la remise en cause des vérités établies. La majorité de mes condisciples rêvent de faire carrière dans l'administration. Dans ma promotion qui ne compte qu'une jeune fille, quand nous sortirons de l'agro, 95% d'entre nous deviendront fonctionnaires, essentiellement dans les DDA, dans les services de vulgarisation et les programmes de développement, dans le génie rural, dans les eaux et forêts. Les plus audacieux seront animés par la volonté de rebâtir l'empire et se tourneront vers l'outre-mer. 10 camarades seulement choisiront d'entrer dans le privé. Dès la première année, les jeux sont faits, et je m'insurge. Je pousse l'esprit de contestation jusqu'à fonder une association d'élèves qui ne seront jamais fonctionnaires. Les camarades rient, mais l'administration est agacée. Quand j'effectue ma 3e année, qui doit être la dernière, je suis invité par le célèbre réalisateur d'émissions radiophoniques, André Gillois, organisateur de débats contradictoires sur les problèmes de société. Le principe de son émission me plaît parce que, toute proportion gardée, il me rappelle les pratiques de l'agora grecque et de la démocratie athénienne et même les exercices oratoires auxquels j'ai pris part depuis mon entrée au collège. Je passe donc, sous la direction d'André Gillois, une série d'épreuves de sélection, et me voici finaliste d'un concours radiophonique national qui doit être diffusé par l'ORTF de l'époque. Je choisis comme sujet de débat la question: l'enseignement des grandes écoles agronomiques est-il ou non adapté aux besoins de l'agriculture française? Face aux auditeurs, lors d'une heure de grande écoute, j'explique en toute décontraction que l'enseignement dispensé par nos écoles d'agronomie est trop théorique et inspiré par l'esprit napoléonien qui consiste à reproduire des fonctionnaires évoluant en circuit fermé, dans une sorte de consanguinité. J'indique que le paysan français, si libre et individualiste par nature, n'a que faire de conseils qui lui sont prodigués par les bureaucrates du ministère.
je laisse entendre que les professeurs et les programmes de l'agro sont majoritairement tournés vers le passé et inefficaces. Lorsque l'émission d'André Gillois se termine, le jury, composé de professionnels et d'auditeurs, à l'unanimité m'attribue le premier prix. Par contre, à l'école, l'émoi est grand et le directeur est contraint de convoquer un conseil de discipline. Quelques professeurs, des représentants de l'administration et certains membres de l'association des anciens élèves demandent une sanction exemplaire. Se produit alors ce qui n'arrive jamais à l'agro. Je suis exclu de l'institution au cours même du dernier trimestre de la scolarité. Cependant le directeur général des études, homme courtois, ouvert et à qui mon esprit frondeur ne déplaît pas, me reçoit après la promulgation de la sanction et m'engage à la sagesse. Allons Pinchon, ne vous énervez pas. Rentrez chez vous calmement et on verra ensuite comment résoudre le problème. Je retourne donc en Normandie travailler dans la ferme familiale, dès lors que la sanction est effective, à la fin du printemps 1949. Dans l'heure, tout le monde parle de l'affaire car l'émission d'André Gillois est très écoutée. Mon père est assez fier de me voir lauréat d'un concours radiophonique qui lui est sympathique, mais il peste après moi, non sans raison. Il consulte autour de lui quelques élus et des responsables du syndicalisme agricole et me dit « Jean, tu as commis une grave erreur. Il faut maintenant que tu écrives à monsieur Pierre Pfimelin, le ministre de l'Agriculture. Tu présenteras tes excuses et tu solliciteras ta réintégration. » Sans enthousiasme, j'accomplis cette démarche, et en 1949 à 1950, le ministre, que je rencontrerai fréquemment plus tard dans d'autres conditions, accepte de me faire grâce en précisant que je dois redoubler ma 3e année puis passer les épreuves du concours de sortie. Compte tenu de la date tardive de la décision ministérielle, il me faut attendre la rentrée universitaire suivante pour redoubler. Je ne reviens donc à l'école qu'en octobre 1950. Mon prince, les professeurs me dispensent des cours et m'annoncent qu'ils m'attribueront les notes qu'ils m'ont données l'année précédente. Au directeur, ancien secrétaire général du ministère qui me reçoit, j'explique que cette sanction a surtout pénalisé mes parents. Il n'a pas apprécié mon incartade, mais il m'accorde la faveur de ne passer que 2 examens, le premier dans une matière proposée par l'administration, le second dans la discipline de mon choix, moyennant quoi le diplôme sera validé. Comme je n'assiste plus aux cours et que je recherche une activité rémunérée pour l'année 1950 à 1951, je m'occupe du concours agricole. J'y organise même une exposition laitière avec des vaches, des machines à traire et à embouteiller le lait. Les Américains inondent en effet la France de crédit afin que toutes les grandes villes soient fournies en lait pasteurisé. Lorsqu'arrive la session de juin 1951, la direction de l'école m'impose de passer l'épreuve de machinisme agricole, dont le professeur qui m'avait particulièrement chargé au conseil de discipline m'attribue la note 12. Je choisis pour ma part l'agriculture comparée de René Dumont, et ce maître, quand je me présente devant lui, me dit « Mon petit Jean, je vous mets 19 comme l'an passé. » Ensuite, je profite du voyage au Maroc auquel ont droit toutes les promotions de l'agro depuis que l'industrie du phosphate fleurit dans le royaume chérifien. Auparavant, j'ai effectué les 3 stages prévus par le programme de l'école. Le premier a lieu dans la grande exploitation de Gilbert Martin, futur président de la Chambre d'agriculture de l'Eure et spécialiste éminent des questions de la vulgarisation des techniques au sein de la PPCA. Je serai très marqué par ce fils de médecin venu à l'agriculture et au syndicalisme, homme d'exception. Je passe également un mois dans la fromagerie de Lieuret, à 2 pas de Celles, où j'étudie la production d'un camembert et d'un pont-l'évêque de haute qualité confectionnés après ramassage du lait dans les fermes voisines. À cette exploitation est jointe une porcherie qui utilise le sérum. Enfin, lors de mon dernier stage, je m'initie à une agriculture européenne remarquablement efficace, celle de la Hollande, qui me frappe beaucoup comme le fera plus tard celle que je verrai fonctionner aux USA. Je travaille en effet au nord d'Anvers, dans une île de la Zélande, chez un exploitant qui est le frère du ministre hollandais de l'Agriculture, sur des polders dont les premières unités ont été créées à la demande de Napoléon Ier. L'exploitation elle-même est immense et efforce, chaque année, de gagner des terres sur la mer par un système de digues. Ces stages organisés par l'agro constituent un des temps forts de mes études à l'école, où par ailleurs, je vis des moments merveilleux, grâce à la convivialité de l'établissement. Nous savourons alors pleinement le retour à la vie,
la joie retrouvée de l'après-guerre, la liberté dans les boîtes de Saint-Germain-des-Prés. Nous prenons notre revanche contre l'atmosphère étouffante, antisémitisme, chasse aux francs-maçons et aux responsables du Front populaire qui a régné sous l'occupation. Dans la promotion, nous nous sentons tous ou presque progressistes. Les uns, une trentaine, sont communisants, comme on dit alors, et leur choix s'explique aisément. L'URSS apparaît à la Libération comme la grande patrie de ceux qui sont morts et ont lutté contre le fascisme. Elle a de fait perdu des millions d'hommes dans la guerre après la rupture, en juin 1941, du pacte germano-soviétique. Quant aux communistes français, ils se sont battus, et pour quelques-uns des apostrophes, entre eux dès juin 1940, et ils ont payé un lourd tribut dans la lutte pour la libération de la France. Les autres groupes desquels j'appartiens sont des catholiques ouverts. Ils veulent construire un monde de paix où la justice sociale et la solidarité auront effectivement leur place. Ils rêvent d'un catholicisme libéré des dogmes, l'infaillibilité pontificale, l'Immaculée Conception, relevant plus du XIXe siècle que du christianisme originel. Je fais mienne, il va de soi de tout mon cœur cette espérance. J'organise, à 2 reprises, le pèlerinage des étudiants parisiens catholiques à Chartres et je deviens le vice-président de la Fédération française des étudiants catholiques de Paris. Je rencontre alors quelques jeunes hommes avec lesquels je me lie, Georges Suffert, de Témoignages chrétiens, Jean Boissonnat de la JEC et Michel Debatisse, président de la JAC. Notre formation de catholiques engagés nous réunira pour la vie. En face, ou à côté de nous, donc il y a les communisants que nous estimons et qui deviennent parfois des amis très chers comme Jacques Pauli, parce que eux et nous sommes des militants, à la différence de ceux qui ne s'engagent pas et qui sont et resteront des bourgeois de droite ou de gauche. Nous autres, militants catholiques, n'irons pas nous fondre dans le MRP, parce que nous sommes méfiants vis-à-vis des mouvements politiques traditionnels, mais nous aurons de la sympathie ou de l'admiration pour Pierre Mendès France. Nous nous sentirons responsables, comme me l'ont enseigné les jésuites à Sainte-Geneviève, nous aurons des devoirs. Beaucoup plus tard, nous nous retrouverons à la FNSA dans les cabinets ministériels sous De Gaulle. Nous appartiendrons à cette mouvance des chrétiens engagés qui ont la foi profonde et la volonté de reconstruire la France après la guerre. Nous savons que nos camarades communisants ont la même fierté et le même esprit. L'agro, malgré ses insuffisances, aura été le lieu de cette fraternité. Un de nos professeurs reflète d'ailleurs très bien cette aspiration à la modernité, à la transformation du réel, à l'action pour plus de rationalité dans l'agriculture française et planétaire, c'est René Dumont. À l'école, il nous apparaît d'emblée comme l'anticonformiste de service. Il rentre sans cesse d'un voyage en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et il pose le premier devant nous, le problème du sous-développement. Comme il ne supporte pas l'injustice, son opinion transparaît dans ses cours. Il nous explique que la France importe du riz du Tonkin et du Cambodge sans s'inquiéter si les producteurs locaux ont de quoi manger. Il se scandalise que les éleveurs de volailles français, je pense alors à ma mère dont c'est la pratique, donnent des brisures de riz à leurs poussins alors que la famine règne dans la sud-est asiatique. Il nous fait prendre conscience que le colonialisme entraîne de graves inconvénients et nuit à l'agriculture des 2 parties. Au Sénégal, la monoculture de l'arachide, encouragée par les lobbies coloniaux, élimine les cultures vivrières locales tout en ruinant la production du colza métropolitain. De même, les 16 millions d'hectolitres de vin algérien, élevés pour le profit de quelques très gros colons, tuent la viticulture métropolitaine et prennent les terres naturellement destinées aux céréales algériennes. L'agriculture coloniale nous apparaît comme une production industrielle dirigée vers l'exportation. René Dumont la dénonce devant nous souvent à mots couverts. À l'époque, il n'indique d'ailleurs pas toujours les remèdes. En tout cas, son enseignement nous interpelle, nous pousse à remettre en cause ce en quoi nous avons cru jusqu'à présent. Plus tard, quand j'assumerai des responsabilités dans le syndicalisme et dans les cabinets ministériels, j'irai souvent consulter René Dumont à l'agro et je l'inviterai au ministère de l'Agriculture pour lui demander de nous donner son point de vue, car lorsque l'on a le pouvoir, il n'est pas toujours aisé de réfléchir et de savoir ce qu'on doit faire. Beaucoup plus tard encore, m'inspirant des leçons de René Dumont, j'oserais dire à Abdou Diouf, le successeur de Léopold Sédar Senghor à la tête du Sénégal, « Monsieur le Président, il ne faut plus que vous importiez du riz à bas prix. Il faut que vous en fassiez produire chez vous et que vous veilliez à la rémunération de vos producteurs, au besoin grâce à des protections douanières. » Enfin, à l'école,
se nouent des amitiés appelées à durer l'existence entière, et c'est le cas pour celle qui naît très tôt entre Jacques Pauli et moi-même. Jacques Pauli, notre major de promotion, à l'entrée et ce qui est encore mieux à la sortie, est le fils d'un instituteur comme il aime le dire, le fils de l'école sans mythe et sans mitre. Il a le cœur à gauche et une intelligence supérieure, une capacité de prospective qui lui permet d'entrevoir ce que seront la science et la technologie 50 ou 100 ans plus tard. En 1949, au moment où nous devons sortir de l'école, il aime nous dire « À l'agro, nous avons été formés par la science de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, par la physique et la chimie. Nous étudions la cellule minérale qui semble refléter le système solaire. Et nous sommes informés de la radioactivité et de l'énergie de la matière. Cela ne nous sert pas à grand-chose parce que l'avenir est aux sciences de la vie. La seconde moitié du 20e et le début du 21e siècle seront l'ère de la biologie et de la biotechnologie. On entrera dans la cellule animale et ce sera autrement plus compliqué que la cellule minérale. Très probablement, quand on commencera d'agir dans la cellule animale, se produira une véritable révolution. Après l'école, plutôt que d'entamer une carrière d'IGREF ou d'entrer au HARA, Jacques Pauli choisit de devenir généticien à l'INRA, et cette décision étonne tout le monde. Plus tard, nous visiterons ensemble, au Magnéaulpe, dans la Charente-Maritime, la station avicole de l'INRA où est mise en application la technique américaine d'hybridation qui permet de faire pondre à la poule vedette, non plus 60 mais 180 œufs par an, et Jacques me dira « Il n'y a qu'une chose dont on ne s'est pas aperçu, c'est que les poules provenant d'une hybridation ont perdu leur instinct maternel, elles ne couvent plus et leurs poussins ne les suivent plus. Tu verras ce qui va se produire dans quelques décennies. Quelle transformation fondamentale de nos vies avec les cellules embryonnaires, avec la fécondation in vitro, avec les organismes génétiquement modifiés. Cher Jacques, si ouvert, si cultivé, si loyal, qui représente si merveilleusement ce que j'ai rencontré de meilleur à l'agro. Pourquoi faudra-t-il qu'un jour, après qu'il m'ait remis la cravate de la Légion d'honneur avec tant d'émotion et d'humour, ce soit moi qui doive prononcer son éloge funèbre? Tu sais Jacques, ce qui est affreux c'est qu'après avoir tellement vécu, tellement ri, tellement été heureux ensemble aujourd'hui, alors que tu es parti, nous restons tout seuls pour pleurer. Jacques Pauli, mon meilleur compagnon, depuis le premier jour de l'entrée à l'agro en 1946 jusqu'à son dernier jour à lui. Après le concours de sortie de l'école, en 1951, durant quelques mois, je retourne en Normandie et je travaille dans la ferme familiale. Je comprends assez rapidement que je ne pourrai pas y demeurer longtemps. L'exploitation de mes parents est relativement petite puisqu'elle ne compte guère plus de 40 hectares. Des divergences apparaissent avec mon père, bien qu'il soit peu présent à Celles. Il est très pris à l'extérieur par ses expertises agricoles, et souvent nos désaccords sont réels. Or mon père n'est pas homme à taire ce qu'il juge être le meilleur, et de mon côté j'aime trop profondément mon père et ma mère pour accepter la moindre tension entre nous. Par ailleurs je me rends très vite compte aussi que si je reste dans ma famille, je vais épouser la fille d'un des amis de mon père, celle-ci ou celle-là. Or je n'ai pas été épris durant mes études secondaires, de la Grèce antique et je n'ai pas vécu à Sainte-Geneviève puis à l'agro avec des gens comme Jacques Pauli pour ensuite partager l'existence de quelqu'un qui n'aura pas mes passions intellectuelles et dont je risque de me lasser ensuite au bout de 5 ans. Je décide donc de retourner à Paris où je retrouve un ancien de l'Agro, Henri Canonge, qui est le directeur administratif de la CGA. Confédération Générale de l'Agriculture, syndicat né de la Libération, et qui, durant mes études à l'école, m'a très souvent invité à suivre les séances des congrès des syndicats agricoles, notamment de la toute jeune FNSEA. Profitez de vos loisirs dominicaux à l'agro pour venir au congrès. Vous verrez vraiment là ce qui se passe dans le syndicalisme et dans l'aile la plus vivante de l'agriculture française. Vous ne perdrez pas votre temps. Effectivement, les retrouvailles avec Henri Canonge en cette année 1951 sont déterminantes pour ma vie. 4. Voyage à la FNSEA. 1951 à 1960. À partir de 1946 à 1947, lors de mon entrée à l'école, je me passionne pour le syndicalisme agricole. Bien des motivations nourrissent cet intérêt très fort. La rencontre avec Henri Canonge, homme d'un charisme exceptionnel, ma curiosité naturelle pour toute manifestation de la vie sociale,
dès l'adolescence, le sentiment que la défense du monde rural et le combat pour une profession qui est celle de mon père et de mes ancêtres constituent une cause qui mérite la plus grande attention. Tout naturellement, à l'agro, j'écoute les cours sur le crédit agricole dispensés par son directeur, et au congrès de la CGA puis de la FNSEA, je suis l'activité du syndicalisme telle qu'elle se manifeste alors, m'informant sur ses origines et sur son passé récent. Voici ce que j'apprends à l'époque sur le syndicalisme, avant de partager moi-même son existence quotidienne et son histoire. Dès la fin du XIXe siècle, lorsque naissent effectivement les premières organisations professionnelles de l'agriculture, le Crédit agricole date de 1884. On peut distinguer en leur sein deux tendances nettes. Un premier mouvement se structure autour de la Société des agriculteurs de France, installée rue d'Athènes, animée par des propriétaires fonciers soucieux de mettre en valeur leurs exploitations et leurs régions, et qui sont marqués par les physiocrates et par les progrès techniques et économiques de l'agriculture anglaise. Ce mouvement se fixe une vocation essentiellement économique et apparaît assez nettement conservateur sur le plan politique. À son extrême, il est représenté entre autres par Henri d'Orgères dans les années 1930. En face, quelques notables, proches des radicaux et des radicaux socialistes, suscitent la naissance d'un syndicalisme de tendance républicaine. Ils sont bien entendu inspirés par des arrière-pensées électorales et soutenus par les partis de gauche. Ils s'intéressent beaucoup à la coopération, à la mutualité et favorisent l'expansion du crédit agricole dans les régions. Le clivage entre les deux tendances perdure jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, coïncidant généralement avec la géographie électorale de la France. Le Nord, le Pas-de-Calais, le Finistère, le Morbihan, l'Alsace sont plutôt favorables à la tendance syndicale conservatrice. Le reste du pays penche vers le mouvement qui prône la coopération et la mutualité. Mais cette dichotomie n'est pas absolue. Ainsi, le monde viticole a ses critères spécifiques, en matière de syndicalisme comme ailleurs. Bien entendu, lorsqu'après la défaite de 1940, se met en place le régime de Vichy, dont la Révolution nationale est inspirée par les théories fascistes d'un État prétendant incarner les corporations socio-professionnelles, aussitôt le syndicalisme agricole de la Troisième République est éliminé. Le gouvernement de Pétain dissout les syndicats existants et privilégie la corporation paysanne, qui est animée par des personnalités de la droite agricole mais se donne une façade démocratique, puisque, dans chaque département, les agriculteurs élisent leur syndic, chargé de parler en leur nom à tous. La corporation paysanne, force d'expression du monde rural et se référant aux lois de 1895 sur les syndicats, a vocation à regrouper dans un système centralisé tout le syndicalisme agricole, la mutualité, l'assurance, le crédit et bien entendu la coopération. Au départ, les agriculteurs se réjouissent de cette organisation nouvelle, parce qu'ils se sentent unis en tant que catégorie professionnelle à part entière, au même titre que les ouvriers, les fonctionnaires, les employeurs. De nombreux leaders agricoles du centre voire de gauche rejoignent la corporation. Les paysans, tous anciens combattants, sont alors à l'honneur. Ils nourrissent la nation blessée. Ils incarnent le retour à la terre, la famille, la patrie, la morale, face aux citadins dévoyés par les illusions du Front populaire ou par le lobby juif. Parmi les têtes de la corporation paysanne, on remarque René Blondel, membre du Conseil national de Vichy, ingénieur des arts et métiers venu à l'agriculture parce qu'il a épousé la fille d'un propriétaire de laine. Cet homme de centre droit, qui a flirté un temps avec Henri d'Orgères vers 1930, mais qui est d'une incontestable honnêteté et d'une grande courtoisie, ne sera jamais inquiété à la Libération. Il prendra même en main la FNSEA. Puis les chambres d'agriculture avant de se faire élire sénateur du centre. Cependant, à partir de 1943, au sein du monde rural, les choses évoluent. Lorsque la résistance s'installe dans les montagnes et dans les régions isolées, les premiers maquis constitués de militants communistes, de réfractaires au STO, de militaires ayant rompu avec Vichy et choisi Londres, de républicains espagnols, de juifs, d'étudiants chrétiens. La résistance vient alors à la paysannerie qui l'héberge, la nourrit, la protège. Hélas, la corporation paysanne demeure trop longtemps fidèle à Pétain, et le général de Gaulle lui en fera grief jusque dans les années 1960. Survient donc la Libération qui opère un changement radical mais peu durable. D'abord, les leaders de la corporation paysanne sont éliminés pour un temps seulement. Évidemment,
Dans mon département par exemple, le syndic de la corporation de l'Eure est emprisonné durant plusieurs semaines puis libéré. Il sera bientôt réélu président de la FDSEA. Avant de devenir sénateur. Dans le Beaujolais, où le métayage joue un rôle important pour la viticulture, un métayer communiste dirige le syndicalisme agricole pendant 6 mois. Ensuite lui succède un syndicaliste non communiste mais ancien résistant, et au bout d'1 an la FDSEA se donne un secrétaire général de droite. La corporation paysanne est cependant bel et bien dissoute, et le général de Gaulle choisit pour ministre de l'Agriculture François Tanguy Prigent, un socialiste d'une grande droiture et administrateur remarquable. De Gaulle s'efforce également de faire remplacer la corporation paysanne par la Confédération générale de l'agriculture, CGA, réunissant plusieurs fédérations, dont la très puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, connue sous le sigle de FNSEA, et animée par d'anciens résistants qui sont d'ailleurs loin d'être tout communistes ou socialistes, quoique leurs adversaires prétendent. Ainsi le premier président de la CGA, Martin Brousse, n'a rien d'. Un homme de gauche et deviendra sénateur de droite de la Meuse. Pierre Martin, autre dirigeant de la CGA, n'est pas non plus le moins du monde marxiste. Toutefois, Jacques Lequertier, un ancien des maquis de l'Ain et directeur de coopérative, est effectivement un marxiste convaincu avec lequel j'aurai par la suite des discussions nombreuses et animées sur le système coopératif. Quant au directeur administratif de la CGA, lui, Henri Canonge, c'est un leader extrêmement original, socialiste ouvert, issu de cette lignée de protestants cévenols qui après la révocation de l'édit de Nantes préférèrent, plutôt que de renier leur foi, se faire fusiller par les dragons de Louis XIV en chantant « Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi ». Henri Canonge est donc un responsable syndical d'une rare probité intellectuelle, l'exemple même de ces syndicalistes agricoles que j'admirerai toute ma vie, parce que sans cesse il fait passer l'intérêt du monde agricole avant ses propres choix idéologiques, et parce que chaque matin il se remet en cause, se demandant s'il a tort ou raison. Plus tard, Henri Canonge deviendra directeur général de la Confédération de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole, et lorsque, républicain sourcilleux, j'hésiterai à prendre contact avec les conseillers du général de Gaulle en 1959 à 1960, il me dira « Tu te battes pour les agriculteurs et tu n'as pas le droit de ne pas discuter avec les gens de la Ve République. Un syndicaliste doit être présent dans tous les systèmes. Nous ne sommes pas dans un régime dictatorial, il faut affirmer que nous sommes partout. » Aux côtés d'Henri Canonge, à la CGA, dès le départ, un esprit très fécond joue comme secrétaire général un rôle de premier plan. Philippe Lamour, un des fondateurs du journal résistant Libération Paysanne. Lamour est un créateur, une intelligence inventive. Lors des congrès de la CGA puis à l'occasion de nos nombreuses rencontres, il m'explique que pour faire bouger les choses, il faut créer un événement et que la puissance publique doit absolument jouer un rôle moteur dans le développement. Il a été marqué dans sa jeunesse par le volontarisme économique des conseillers démocrates de Roosevelt, notamment lors de la conception de l'aménagement de la Tennessee Valley, et il mettra en pratique ces principes dans sa société d'irrigation du Baronne Languedoc. C'est un orateur, un entraîneur d'hommes. Il convaincra Pierre Mendès France de la validité de ses projets pour le bas Languedoc, et vers 1960 fera visiter à Khrouchtchev cette réalisation. Philippe Lamour est un ami fidèle, plein d'attention et d'humour. Lorsque dans les années 1980 je me ferai prier pour accepter la présidence de l'INAO, il me dira « Mais non Jean, ne t'inquiète de rien. Je serai assis en face de toi lors des séances du conseil d'administration et quand tu diras des sottises, je te ferai signe. » Cet avocat, venu dès sa jeunesse au syndicalisme agricole, sera trop souvent critiqué par l'aile conservatrice, et j'aurai le plaisir de servir d'intermédiaire entre lui et René Blondel qui l'estime malgré leurs divergences. Avec Henri Canonge et le ministre François Tanguy Prigent, il incarne à mes yeux un des aspects les plus lumineux de l'action de la libération en faveur de l'agriculture française. Très vite, d'ailleurs, les hommes de la corporation paysanne, éliminés par la libération, s'efforcent de reprendre la main, et la CGA est mise en cause d'abord sur le plan des principes, au nom d'un syndicalisme qui entend assumer son rôle dirigeant et considère que la coopération, le crédit et la mutualité, tous trois fiefs de la CGA, constituent uniquement des services techniques et doivent demeurer sous l'autorité du syndicalisme.
En fin 1946, la FNSEA quitte la CGA dont elle est membre, et cette séparation se produit dans des circonstances bien précises. Le général de Gaulle n'est plus aux affaires depuis le début de l'année et le gouvernement est dominé par les socialistes de la SFIO, les radicaux et le MRP. La FNSEA tient son congrès en 1947 et se donne pour secrétaire général René Blondel et pour président Eugène Forget, un démocrate chrétien du Maine-et-Loire, grand honnête homme, entouré de bien-pensants très attachés à la propriété terrienne et qui semblent ressusciter l'esprit de la vieille société d'agriculture de la rue d'Athènes mais sont ouverts au renouveau. Incontestablement, la FNSEA se constitue en force syndicale souveraine afin de casser la CGA issue de la Libération, mais en même temps, elle est loin d'être monolithique, parce que, en son sein, dans bien des départements, elle compte une aile gauche très active. Ainsi, à l'époque, Waldeck-Rochet, fondateur de l'hebdomadaire communiste La Terre et membre influent du Page CF, préside la FDSEA de Saône-et-Loire. Il est soutenu dans son action nationale par Fortanet, Jean Doumingue de la Haute-Garonne et par l'étonnant leader du Lot-et-Garonne, Renaud Jean, qui a consacré sa vie à défendre les Gémeurs des Landes et qui enflamme les congrès nationaux de la FNSEA. Par sa chevelure blanche et ses interventions passionnées, taisez-vous Blondel. Vous représentez les hobereaux de l'Aisne et les gros agrariens de la Beauce. Vous ne pourrez jamais nous comprendre. Entendant ces paroles, à chaque fois, Leclerc, l'élu des betteraviers, s'étrangle dans son cou de taureau sous mon regard d'élève de l'agro qui assiste à une corrida. Par ailleurs, les socialistes sont et demeureront nombreux à la tête de fédérations départementales comme le Puy-de-Dôme, avec Vielle, le Cher, la Corrèze, la Creuse, les Landes. Ils tiennent les coopératives avec Lequertier ou Benoît, un disciple de Violette, leader du Front populaire lui aussi implanté dans Eure-et-Loire. Face à eux, les dirigeants de la FNSEA, dans leur double volonté de briser la CGA qu'ils ont quittée et d'éliminer une aile gauche qu'ils jugent communisante, mettent en place à la tête du siège parisien, une équipe d'administratifs de droite d'une part et d'autre part s'efforce de s'emparer, congrès départementaux après congrès départementaux, de nombre de FDSEA, et ils y réussissent lentement. Cependant, pour moi qui assiste, lorsque mes loisirs de l'agro me le permettent, à cette bataille, quel formidable débat idéologique. C'est alors l'aventure d'un syndicalisme extrêmement vivant. On se monte des coups et on réussit, si on échoue on se bagarre. Heureusement, à partir de 1950, ce pugilat droite contre gauche, ancien de la corporation paysanne contre nouveau venu de la résistance, est remplacé par l'entrée en scène des militants de la JAC, Jeunesse agricole chrétienne, qui prennent à leur tour progressivement le pouvoir au sein de la FNSEA, notamment avec l'accession au secrétariat général de Génin, pur produit de la JAC d'avant-guerre, tandis que René Blondel, président, couvre ou favorise ce qui est une véritable révolution. C'est à cette époque, après ma tentative de m'intégrer à l'exploitation familiale, que j'entre moi-même à la FNSEA, lorsque je reviens à Paris en 1950 et que je retrouve Henri Canonge. Celui-ci, bien que s'opposant sur le plan idéologique à René Blondel, le rencontre régulièrement. À l'occasion d'un repas, Henri Canonge dit à René Blondel : « Vous savez, Président, les gens qui vous entourent sont des réactionnaires qui n'ont qu'une obsession, éliminer complètement la CGA afin de réhabiliter la corporation paysanne. Méfiez-vous, ils ne vous disent pas la vérité, ils vous mentent et ils ne vous montrent même pas le courrier que vous recevez. Vous devriez prendre auprès de vous un jeune ingénieur d'agronomie connaissant bien les problèmes du syndicalisme, quelqu'un qui regardera les choses de près et qui vous rendra compte de ce qui se passe vraiment parce qu'il suivra les affaires. Je dois voir prochainement Jean Pinchon qui sort de l'agro, qui est libre et qui est très au fait des réalités du monde agricole, si vous voulez je lui en parle. » René Blondel se laisse convaincre et me reçoit. Le courant passe. Le président ne sait pas comment faire admettre à son entourage administratif conservateur le recrutement d'un collaborateur destiné à doubler les cadres en place et de surcroît originaire de l'Eure, le département de Gilbert Martin marqué à gauche. On déclare donc que je suis un cousin de René Blondel, dont l'épouse est née Vinchon, et que je dois être formé par le nouveau président. Je m'installe, au 11 bis de la rue Scribe, dans le bureau même de René Blondel. J'assiste à toutes les entrevues du président, je lis son courrier, je l'accompagne lors de ses déplacements aussi bien dans son exploitation de laine que dans les ministères.
Il m'arrive même de le suivre dans le bureau du président du conseil Henri Queuille pour parler du prix du blé. Pour moi, c'est un extraordinaire moment d'apprentissage, d'ouverture. Mais en même temps, je suis surveillée du matin au soir. Ainsi, pour me mettre en difficulté, Luspro, le directeur administratif de la FNSEA, me remet régulièrement le journal officiel en me disant « Tenez, Pinchon, on vient de publier le bilan officiel de la Banque de France, j'aimerais que vous nous fassiez une note sur ce sujet. » Évidemment, c'est un genre d'exercice auquel ne m'a pas préparé l'agro, mais je m'y soumets, rongeant mon frein. Je découvre alors les agissements de quelques responsables administratifs parisiens de la FNSA, qui croient encore que le régime corporatiste est le seul moyen de sauver l'agriculture et la France, et qui sont relayés par d'anciens syndics de la corporation paysanne, en Bretagne, dans la Mayenne ou la Gironde, traumatisés par l'exécution lors de la libération de 2 ou 3 de leurs collègues et ne rêvant que de revanche. La bataille idéologique ne cesse pas en effet, entre les deux courants qui continuent de s'affronter, notamment sur la question de la coopération. Ainsi Lockhart, un ancien de la corporation paysanne, aux yeux de qui la coopération doit être strictement aux ordres du mouvement syndical, s'oppose toujours aussi vivement à Leclertier, marxiste convaincu et parfois passionné qui tient des discours du style « Il faut rendre la coopération obligatoire, c'est la seule façon de sortir les agriculteurs de la misère ». Le PAGE-CF est encore puissant dans la Creuse, le Lot, la Haute-Garonne, l'Allier. La SFIO conserve de solides positions, et elle les conservera jusque dans les années 1960. Quand ses représentants se montreront effectivement socialistes, Bernard Lambert par exemple, on les écartera au nom de l'unité syndicale. Dans le cadre de mes fonctions, René Blondel me charge de suivre de près l'affrontement des forces en présence et je m'y attache de mon mieux, sauf durant les 6 mois où, atteint par la tuberculose, je dois retourner me soigner en Normandie. En particulier, le président me demande d'assister aux réunions du comité de Guéret, qui peu après 1950 regroupe l'opposition proche du PAGE-CF, très fortement représentée dans les fédérations départementales du centre de la France, par exemple le Puy-de-Dôme. Je me rends donc régulièrement à la souterraine pour les débats du comité. J'y suis accueilli sans réticence, d'une part parce que les organisateurs savent que René Blondel se refuse à intervenir dans les conflits départementaux, et d'autre part parce qu'ils me sentent uniquement attaché à l'unité et à la force du mouvement syndical. Les discussions du comité de Guéret m'intéressent, mais en réalité, je consacre un regard de plus en plus attentif et fraternel à l'action de mes anciens compagnons de la JAC, dont l'ascension se poursuit au sein de la FNSEA avec la protection de René Blondel. Le Savoyard Génin, homme remarquable et d'un dévouement exemplaire, Mangeard, Bidault, Jean Delot qui choisit Pierre Allais comme conseiller, celui-là même qui avait dirigé l'ONIC pendant la guerre et avait connu quelques difficultés à la libération. Au printemps 1952, la FNSA, dans le cadre de l'aide du plan Marshall aux syndicats agricoles européens, m'envoie pour 6 mois en mission aux USA en compagnie d'un luxembourgeois futur ministre de l'Agriculture, de quelques responsables belges et hollandais, d'un conseiller général SFIO du Tarn, et surtout de 2 hommes qui compteront dans ma vie, Georges Ferté, issu d'une famille d'agriculteurs de L', ancien déporté, et Jean-Marie Dauzier qui est à la CGA, auprès de Philippe Lamour, l'équivalent de ce que je suis à la FNSEA. Auprès de René Blondel. Avant notre départ, Philippe Lamour nous dit « Votre mission officielle finie, il faudra absolument que vous alliez dans la Tennessee Valley. Vous verrez là l'exemple de ce qu'un gouvernement démocrate a fait en concentrant sur une région ses investissements, et comment on a réussi à changer la vie d'un État grâce à une société de développement régional, la Tennessee Valley Administration. » Effectivement, nous visiterons la célèbre vallée avec ses barrages destinés à réguler le cours d'un fleuve, à fournir de l'énergie hydroélectrique, à irriguer des kilomètres carrés de maïs hybride, et aussi avec ses usines où s'élaborent des engins balistiques et nucléaires. C'est Jean-Marie Dauzier qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.